Bonjour à tous, je suis en compagnie de Mister Dreamax. Il vient tout juste de rejoindre mon accompagnement et il va nous expliquer donc pourquoi. Donc déjà il va se présenter et ensuite il va nous expliquer pourquoi il a voulu rejoindre l'accompagnement. Et dans cette vidéo, on va surtout parler du financement parce que Mister Dreamax il est entrepreneur. Donc voilà, on va voir tout ça. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que là actuellement, je t'ai rejoint à Dubaï et que ça y est, j'ai franchi le cap et ça fait ça fait des mois et des années même qu'on se connaît et je sais que toi, tu es le spécialiste de l'immobilier et là, je suis arrivé à un certain point avec mon business où j'ai un peu d'argent de côté et je suis dans le business en ligne et je sais que le business en ligne, il est assez montagne russe et j'aimerais me générer un cash flow, j'aimerais sécuriser mon cash et investir en France dans l'immobilier et avoir un levier bancaire parce que je suis français et les autres pays, je sais que c'est pas trop ça en termes de levier bancaire. Donc je vais te poser quelques questions. Moi, j'ai plusieurs interrogations. Donc, c'est la première fois qu'on se voit spécifiquement pour parler immobilier. Et ma première question, c'est concernant le financement. En fait, j'ai deux problématiques. Ma première problématique, c'est concernant le financement, vu que je suis entrepreneur. J'ai 2 ans de bilan, donc c'est bon, mais j'ai des revenus instables, tu vois, j'ai des revenus qui font montagne russe, contrairement à des personnes qui sont en CDI. Moi, des fois, je peux gagner beaucoup, des fois, je peux gagner beaucoup moins, ça va dépendre les lancements que je fais. Grosso modo, j'ai une entreprise en croissance, mais comme ça, tu vois. Et je voulais savoir, déjà, j'y connais rien. Et je ne sais pas déjà vers quelle banque me tourner. Est-ce que tu aurais une première piste pour moi à m'aider? Ouais. Déjà, on va aller étape par étape. Alors déjà, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est déjà, tu es dans quelle industrie en tant qu'entrepreneur? Ouais, moi je fais des vidéos sur le développement personnel et à côté de ça, je vends des formations qui aident des personnes à faire de la création de contenu en ligne. Ok, très bien. Et donc, tu me dis que ta société, elle a 2 ans de bilan et tu me dis que voilà, les revenus sont en dents de scie. Est-ce que c'est des revenus qui sont en dents de scie mensuellement ou année après année? Parce que moi, en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que ton bilan, est-ce que ton chiffre d'affaires, il est en croissance malgré que mensuellement, c'est fluctuant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mensuellement, c'est les dents de scie, mais après j'ai que 2 ans, donc c'est assez récent. Moi je suis un bébé entrepreneur entre guillemets, donc forcément, la deuxième année, j'ai fait plus d'argent que la première année et j'ai fait plus de bénéfices aussi. Ok. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, ce que va regarder une banque, c'est déjà, est-ce que ton chiffre d'affaires, il est stable et en croissance. Donc, si l'année 2, le chiffre d'affaires, il est plus élevé que l'année 1, eh ben, c'est très bien. C'est un bilan positif pour la banque. Donc, elle va être rassurée à te prêter. Et aussi, il faut savoir sur quel régime tu es. Donc, est-ce que c'est une SASU? Est-ce que c'est une SARL? Ouais, c'est une SASU. Ouais. Non, là, c'est une SASU. OK. La SASU, c'est bien parce que du coup, tu peux te verser des dividendes donc, à Ouais, chaque c'est année. Donc, ça, c'est cool. La SARL, c'est plus si tu te verses un salaire. Donc, c'est plus intéressant. Et en fait, là, le but, ça va être justement de venir avec un dossier bancaire solide pour justement montrer que tu as de la trésorerie sur ta société et aussi que tu peux générer du bénéfice. Parce que si tu as énormément de charges et que du coup, tu ne restes pas bénéfice à la fin, la banque, ça, va le voir aussi, tu vois. Elle va prendre en compte les charges que tu as dans ta société. Donc ça, c'est super important. Et aussi, donc, malgré que tu sois en société, les banques elles vont quand même préférer que tu aies un CDI, que tu sois salarié. Ok. Donc là, toi, tu es entrepreneur, tu as plusieurs solutions. Donc soit tu es salarié de ta société, mais bon, ça revient après au même que de venir proposer ton projet en société parce que du coup, c'est ta boîte à toi. Donc eux, ce qu'ils vont regarder, c'est ta société. Donc, ils Ouais. vont voir la santé de ta société, voir si elle est solide. Ou alors, tu peux être salarié d'une société à un ami à toi, par exemple, et vous êtes salariés tous les deux d'une autre société. Parce que du coup, c'est pas ta société à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand tu es salarié et que tu payes des charges, tu payes des charges, Ouais. mais tu vois, moi je suis créateur de contenu, je peux faire passer beaucoup de choses en société et je ressens pas le besoin de me verser un salaire. Je sens que si je me verse un salaire, je vais me faire taxer, je vais me faire plumer et je sens que je vais perdre beaucoup d'argent dessus et je sais pas si ça va être rentable par rapport au cash flow. En fait, tu vois, avec l'immobilier, j'espère sécuriser une partie de la trésorerie que j'ai accumulée grâce au business en ligne. Ouais. Mais j'ai peur que si je me verse un salaire, tu vois, avec les charges, ça va compenser le cash flow que je vais générer avec l'immobilier.
Et au final, je serais break-even. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, en effet, dans ta situation, c'est pas du tout intéressant de te verser des salaires, clairement. Tu vas payer beaucoup de charges sociales, patronales, donc c'est pas forcément intéressant. Par contre, si tu as une vision de l'effet de levier bancaire, sur le long terme, là oui, tu vas être gagnant. Ça veut dire que sur le court terme, oui, tu vas payer plus de charges sociales et charges patronales pour te verser un salaire, mais ça va être pour te créer, pour avoir un crédit et pour faire de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est du coup, tu vas faire levier sur ton salaire pour emprunter. Et du coup, à partir d'un capital en général de 10% d'apport, tu vas pouvoir lever, donc par exemple, si tu mets 10 000, tu peux avoir 100 000. Que la banque te prête. Et en fait, sur le long terme, une fois que tu as remboursé le crédit, tu as 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, sans prendre en compte le cash flow, déjà sur le long terme, tu es rentable. Malgré que sur le court terme, tu es payé des salaires plein pot, etc. Tu vois. Mais ça, vu que les banques, en général, elles veulent 3 ans de relevé bancaire et de salaire, tu peux le faire sur 3-4 mois. Et ça suffit largement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a que sur 3-4 mois où tu vas payer plus, mais au moins, ça te permet de lever, tu vois. Donc, il y a cette solution-là. Donc, soit tu es salarié de ta boîte ou salarié... Temporairement, voilà. Ouais. Soit salarié de ta boîte ou soit salarié d'une boîte d'un ami. Ou alors, tu as un contact privilégié dans une banque pro. Donc là, du coup, il faut un conseiller pro. Ouais, et là, dans ce cas, tu rentres plus du tout dans le cadre salarié. Tu rentres dans le cadre conseiller pro. En général, tu as un conseiller patrimonial dans la banque et lui, du coup, il va te permettre d'emprunter. Ouais. Donc, souvent, c'est via une SCI parce que du coup, la SCI, c'est en société. Et si tu as du cash dans ta société, tu vas pouvoir remonter les bénéfices dans une holding. Ce qu'on appelle une holding, c'est une société qui détient des parts de société, donc sur le régime mère-fille. Et du coup, tu peux remonter ces bénéfices-là au niveau de la holding et ensuite le faire descendre dans une SCI. Ok, donc voilà. En gros, là j'ai ma SASU, c'est mon business en ligne. C'est ça. Les bénéfices, je les remonte sur une holding que je refais descendre dans une SCI. Exactement. Après, je peux te montrer ça sur un schéma si tu veux. Okay. Mais voilà, le but, c'est vraiment de ne pas sortir ton cash de la société, parce que si tu sors le cash de la société, tu vas payer la flat tax. À la flat tax à 33%. Et du coup, tu vas te faire imposer dessus. Alors, au lieu de sortir ce cash-là, en dividende, tu vas le remonter dans la holding pour le réinvestir pour un apport dans une boîte. Et donc voilà, juste quelques frottements fiscaux, mais c'est pas énorme. Donc quelques frais, mais c'est pas énorme. Donc il y a cette solution-là. Et je pense que même le banquier va pouvoir te recommander ça. Okay. Donc c'est une bonne solution. Et tu avais dit, ça marche si tu as un contact privilégié avec le banquier. Mais comment tu fais pour avoir ce contact? Parce que moi, je t'avoue, j'ai jamais eu... moi, c'est Néobank, Revolut, Shine. Justement, si tu veux lever un maximum de dettes, évite toutes ces banques en ligne. Okay. Parce que les banques en ligne, c'est bien, c'est facile, c'est pas cher, mais c'est pas ce qui va te permettre d'avoir un crédit. En fait, ce qu'il faut, c'est justement jouer le jeu sans une banque classique, traditionnelle, et ça va te permettre justement d'avoir un contact privilégié avec ton banquier. Okay. Et plus tu vas prendre des services chez lui, plus il va vouloir te prêter. Tu vois. Donc oui, tu peux avoir un compte Revolut ou autre, mais c'est plus pour les à côté, les loisirs, les voyages, etc. Mais privilégie comme une banque traditionnelle. Okay. D'une, ça montre ton sérieux, les banques préfèrent, et en plus... le banquier sera plus à même de te prêter, parce que si tu as de l'argent chez lui, il va se dire je vais pas le perdre en tant que client. Tu vois. Ok, je vois. Juste, j'ai une question. Là, j'ai de la trésorerie, mais dans mon entreprise. Est-ce que tu me conseilles d'ouvrir un compte bancaire professionnel, du coup, dans une banque traditionnelle? Et si oui, quelle banque tu recommandes? Et également, est-ce que c'est mieux d'investir au nom de ma société ou à titre personnel? Justement, là, en fait, si tu as un compte bancaire au nom de ta société, là, le but, ce sera de soit d'investir avec ta société, mais comme je t'ai dit, soit avec une remontée de dividendes en SCI. Du coup, tu évites de sortir en flat tax. Ou sinon, tu te verseras un salaire et tu vas investir en nom propre, tu vois. Ça, c'est toujours possible. D'accord, mais tu payes beaucoup d'impôts, du coup. Mais tu payes plus d'impôts si tu ressors en dividende. Après, il y a une autre solution. Si, admettons, tu peux investir en SCI directement, où là, tu mets l'apport avec ton nom propre,
tu vois, en nom propre. C'est-à-dire que tu mets ton apport à toi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si tu fais ça, oui, tu as mis ton cash en perso, mais du coup, c'est un compte courant d'associé. Donc ça veut dire que cette somme-là, tu vas pouvoir la récupérer par la suite. Parce qu'en gros, la SCI te devra de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est bien. Donc ça, ce sera pour le mettre en apport. Et aussi, tu m'as posé quoi comme question? Tu m'as dit si je devais ouvrir un compte chez une nouvelle banque, laquelle ce serait? Alors, est-ce que tu me conseilles un compte pro ou un compte perso aussi? Alors, pour la société, un compte pro. Ouais. Et un compte perso, bah voilà, si Ok, tu crées un compte perso. Et dans mon cas, est-ce que tu me conseillerais plutôt de faire ce qu'on a dit avec la holding et la SCI et donc rester dans le pro? Alors ça dépend du banquier. Franchement, il faut toujours s'adapter à ce que le banquier veut. Le mieux, c'est d'aller voir ta banque historique. Si tu as une banque que tu as depuis des années, eux, ils seront plus à même de t'accompagner. Tu vois. Ok. Donc, parce qu'il te connaît, il sait comment tu gères tes comptes bancaires, il voit ton sérieux. Donc, en général, le premier contact qu'on a, c'est avec son banquier historique. Donc, le mieux, c'est d'aller voir cette banque-là. Et ensuite, voir s'il est possible qu'il te prête. D'accord. Et ensuite, c'est lui qui va te dire si c'est mieux en pro, en perso. Il connaît ta situation. Ouais. Et ensuite, il va te dire, tu vois. Et si ça bloque, bah, au pire, tu peux aller voir une autre banque et voir ce qu'il est possible de faire. En fait, tu t'adaptes toujours à ce que le banquier veut. D'accord. Tu vois. Parce que là, concrètement, en fait, tu vois, j'ai de la trésorerie sur une néobanque, une banque en ligne, et c'est sur un compte professionnel. D'accord. Est-ce que pour faire une levée, du coup, il faut que j'ouvre, imaginons, un compte professionnel chez, je sais pas, j'ai n'importe quoi, LCL, et je transfère mon capital vers LCL? Ouais, si, alors oui, en fait, quand tu as une société, tu peux avoir plusieurs comptes bancaires. Ouais. Tu vois. Donc, vu que là, tu as du cash sur cette néobanque, tu peux ouvrir un compte pro dans une autre banque. Okay. Et vu que tu auras deux comptes bancaires dans deux banques différentes pour une société, tu peux faire un transfert très facilement sur la banque traditionnelle. Parce que du coup, c'est la même société. Tu vois, donc ça, tu peux le faire. Donc tu peux aller voir n'importe quelle banque. Privilégie quand même les banques régionales. Donc par exemple, tu as Crédit Agricole, Caisse d'épargne. Tu as aussi donc le CIC qui est pas mal. CIC, ils sont très bons pour les pros. Ok, il faut que je les teste. Crédit Mutuel aussi qui sont très bons. En général, il y a la théorie des 4C. Ok, c'est quoi? Ce que je t'ai dit, c'est Caisse d'épargne, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel. Les 4C sont très aptes à prêter. En général, c'est des banques qui sont quand même privilégiées pour l'investissement. Ok, en professionnel, tu parles? Alors, pas que en pro, en perso et en pro, les deux. Okay. Perso et pro. En pro, plus le CIC quand même. Ils sont très à l'aise avec les sociétés. Donc voilà. Et sinon, tu as tout ce qui est banque postale qui sont pas mal aussi. C'est une banque nationale, mais ils prêtent facilement. Et après, tu as les banques nationales où c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Ça dépend du contact bancaire que tu as. Donc voilà. Après, tu as le CFCAL aussi. C'est Crédit Foncier d'Alsace-Lorraine. C'est une banque, ça? C'est une banque qui n'est pas très connue, mais qui est plus une banque d'investissement. Et là, ils font que des prêts. Donc, c'est pas une banque traditionnelle, ils font que des prêts. Par contre, les taux sont plus élevés. Là, à l'heure où je parle, on est en janvier 2025. Les taux, ils sont à plus de 5... janvier 2026, ouais. Là, les taux, ils sont à plus de 5,5% sur 25 ans. Beaucoup, donc, voilà. Mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils font du sans-apport. Donc, ça, c'est cool. Sans apport. Ils te prêtent. Voilà, ils prêtent sans apport. Par contre, ils financent pas les travaux. De ce que je sais aux dernières news. Donc, voilà, ça dépend. Et donc, tu as ces banques-là. Donc, le mieux dans ta situation, c'est tu peux créer un compte pro dans une banque traditionnelle. Dans les 4C? Dans les 4C ou autres. Parmi les 4C, tu m'en recommandes une en particulier ou... Non, parce que ça dépend vraiment du banquier. D'accord. Là, même ça, tu vois, je te parle des 4C. Faut que je teste un par un. Même ça, tu vois, ça se trouve, tu vas tomber dans une des 4C qui sera pas du tout à l'aise avec l'investissement et qui sera à bannir. Tu vois, ça dépend vraiment. Mais en général, c'est ceux qui sont le plus adaptés qui connaissent. Okay. Après, c'est pas une règle immuable. C'est-à-dire que c'est pas. Tu peux avoir une banque nationale qui te prête à fond et qui sont vraiment très à l'aise avec l'investissement. Ouais. Ça dépend vraiment du banquier et de la relation que tu as avec lui. Donc, très important de montrer son sérieux, de montrer que tu as de l'épargne, que tu sais épargner aussi tous les mois. Il faut lui montrer que tu as des comptes clean, que tu n'as pas de dépenses superflues. Par exemple, si tu vas jouer au loto, faire des paris, faire des paris sportifs, ou alors si tu sors tous les week-ends avec des montants exorbitants. Ça va, je suis sérieux. Donc, si tu es sérieux et qu'il voit que tu as des comptes clean et que tu n'as pas des grosses dépenses,
et que tu sais tenir des comptes et que tous les mois tu fais un virement sur un compte d'épargne par exemple, bah là c'est très apprécié. Les petites habitudes comme ça. Voilà, très apprécié. Mais Ouais. ça, même si. Mais ça, c'est à titre perso, tu vois, comment je gère. Mais est-ce qu'ils regardent à titre perso comment je gère mon argent? Oui, Alors oui, que là, oui. c'est un investissement pro, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que même si tu fais un prêt à titre, à un titre pro, ils vont regarder quand ce même que ta situation perso parce qu'ils voudront qu'il y ait quand même une personne physique qui soit caution du prêt. D'accord. Tu vois? Donc, souvent, même si tu investis en pro ou en SCI, toi, en nom propre, tu seras caution du crédit. C'est-à-dire que si tu as un défaut de paiement, ils iront le chercher toi en perso, tu vois. Ouais, c'est Et responsable. voilà, c'est toi le responsable. Donc, ils vont quand même regarder ta situation perso. Ouais. Tu vois? Ok. Donc, très important. Ok. Tu m'avais parlé tout à l'heure, bah, le plus simple, c'est de faire remonter via une holding. Imaginons, j'ouvre un compte bancaire dans les 4C. Il y en a une et elle m'accorde un prêt. Et tu m'as dit, il faut. Là, l'argent est sur mon compte pro, du coup. Il faut faire remonter l'argent de la société, de ma SASU, vers un compte bancaire de la holding, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ensuite, le compte bancaire de la holding, on va le refaire passer vers un compte bancaire de la SASU. C'est ça. Donc il faut 3 comptes en plus, bancaires supplémentaires. Oui, de la SCI. Parce que là, j'ai une néobanque. Oui, Du oui, coup, c'est sûr. ok. En fait, tu vas faire de la néobanque. Ouais. De la néobanque, tu vas faire passer ce cash-là une sur banque un compte, traditionnelle. une banque traditionnelle Ok. sur ta même société. Un 4C, ouais. Voilà. Ensuite, tu vas créer ta holding Ça coûte avec cher, un compte d'ailleurs, bancaire. créer là, attends, là, j'ai deux questions. Ça coûte combien créer une holding et une C'est SCI? une société classique. Si tu fais ta holding Genre sur Legal Pay, en sur les- SASU ou en SAS, c'est dans les 500 euros la D'accord. création. Ok, comme une SASU. C'est comme une SASU classique. Ok, donc il faut compter peut-être voilà. 1000 euros supplémentaires. Ouais, voilà. Pour créer la SCI SCI. plus la holding. Voilà. Ok, et pour les connecter, comment tu fais? Alors, pour les connecter, il faut que tu fasses une cession de parts ou alors un rachat de parts. Donc, ça veut dire que c'est ta holding qui va racheter les parts de ta société. Et la holding aussi va détenir. Alors, soit quand tu crées la SCI, tu mets tout de suite la holding en associé. Ok. Avec toi 1% ou voilà, parce qu'il faut être deux pour être en SCI ou en SCI. Il faut être deux toi et ta associés. société? Donc, toi et ta holding. Et ta holding. Voilà, c'est soit deux personnes physiques, soit une personne physique et une personne morale. C'est Donc toi et là, toi-même, donc quoi. là, c'est toi et ta holding. Voilà, Toi et c'est- toi-même. ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est Ok, ça. je vois. Donc c'est ça qui est privilégié et voilà et donc et le but, Et la holding, elle achète les parts de la SCI c'est ça. Et de ma SASU, du coup. Exactement, c'est ça. Ok, c'est compliqué à faire ça ou pas? Bah c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué. Il te faut juste un bon expert comptable qui puisse faire cette cession de parts, D'accord. mais ça se fait assez facilement. Ça coûte combien? En général, ça dépend. Ça peut être dans les 1000 euros. 1000 Ça euros. dépend. Ouais, ouais. Ok, donc il y a Ça dépend des des frais il y a quand même des il y a frais. des frais de mise en place. Mise en place, mais après, une fois que c'est mis en place, c'est bon, tu vois. D'accord, ok. Alors, voilà. Ah, attends, ouais, j'ai une autre question. Il Ouais. faut qu'ils rachètent combien de parts, la holding? Genre Alors, 1% symbolique ou il faut au moins qu'il y ait, je vais pas te dire de bêtises, mais il faut qu'au moins qu'il y ait un pourcentage assez élevé, enfin pas élevé, mais si c'est entre 10 et 30%, c'est bien, tu vois. En fait, ça dépend qui va être caution du crédit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc si tu as un régime mère-fille, je vais pas te dire de bêtises, mais faut qu'elle détienne au moins 5 ou 5%, ouais, il me semble, ouais. Et sur la SCI, ça dépend si toi tu es caution du prêt ou pas. Si toi tu es caution du crédit, tu as plus de pourcentage que la holding, tu vois. Ouais. Et elle vient juste pour mettre l'apport. Donc ça dépend du banquier, tu vois. Ça dépend toujours de ce qu'il veut le banquier. Ouais. Tu vois, il faut vraiment s'adapter à lui et voir ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Voilà. Et après, parce qu'après, tu pourras toujours revendre tes parts, tu vois. Donc, c'est Ok. pas un problème. Tu vois. Ok. Voilà. Ok, je vois. Et est-ce que si c'est mieux pour demander un prêt d'avoir déjà la structure qui est mise en place avec ta SASU, la holding et la SCI déjà au préalable et ensuite tu viens voir le banquier faire le prêt ou tu viens voir le banquier faire le prêt et tu dis bah en même temps je set up tout ça? Le mieux, c'est de ne pas faire le montage avant. Parce que, comme je t'ai dit, le plus important, c'est d'avoir le crédit. Donc, Ouais. il vaut mieux d'abord venir avec un projet, voir la faisabilité, et ensuite, tu fais le montage en fonction de ce que le banquier veut. D'accord. Parce que ça se trouve, le banquier va te dire, écoutez, monsieur, vous n'avez pas besoin de faire un montage dès le début avec holding, investissez directement en SCI, et après, vous rattacherez la SCI plus tard sur la holding, tu vois. D'accord, ok. Et souvent, la holding, c'est pas forcément l'idéal de la créer trop tôt,
parce que voilà, ça engage quand même des frais comptables, etc. Ouais. Et il vaut mieux la créer le plus tard possible. La créer le plus tard possible. Pas trop tard non plus, mais le plus tard possible. Donc au début, ils ne voudront pas spécialement que tu commences par un montage compliqué, holding, etc. Tu vois. Parce que s'il n'y a pas de holding, comment on fait? On transite de la SASU vers la SCI, on se prend des frais, c'est ça? Enfin, on se prend la flat tax? Tu peux... Alors, non, c'est soit tu sors le cash en flat tax, du coup, tu as la flat tax, soit tu sors le cash en dividende et tu payes la flat tax. Ouais. Soit, il faut que tu... Il y en a qui le font, mais c'est pas l'idéal. C'est en gros ta société d'accompagnement, face aussi type d'holding, qui rachète des parts de la SCI et du coup, elles sont connectées tous les deux sans la holding. Tu vois, mais c'est pas l'idéal. Normalement, il faut une société qui est vraiment liée que aux participations de parts, donc la holding. Et là, le schéma, il est propre, tu vois. D'accord. Donc voilà. Okay. Donc voilà. Tu l'avais déjà expliqué, mais je pense que je n'avais pas très bien compris. Au niveau de la SCI, c'est obligatoire de faire un bien égale une SCI ou pourquoi pas directement acheter un appartement ou un bien avec ma SASU directement? Alors, déjà, la SASU, c'est une SASU qui est destinée à ta formation. Ouais. L'objet social, c'est plus l'accompagnement, la formation. Ouais. Si c'est pas noté dans l'objet social, elle ne peut pas acheter de biens immobiliers. Tu vois, ouais, donc parce que ça ne sert pas à l'entreprise. Ça sert pas à l'entreprise. Après, tu peux créer une SASU immobilière qui est destinée à acheter de l'immobilier, mais c'est pas forcément l'idéal. Si je dis j'achète un studio de tournage, mais je le loue Oui, si vraiment, et encore, c'est pas l'idéal parce que il vaut mieux toujours que les biens immobiliers soient détenus par une SCI, et comme ça, après, tu peux même faire passer des charges entre de la SCI à ta société de tournage, tu vois. En gros, c'est ta SCI qui loue à ta société de tournage. Ça, c'est complètement légal. Tu peux, c'est-à-dire que c'est ta SCI qui détient l'immobilier et elle loue à ta société de tournage. Ça, c'est complètement légal. Mais pour faire rentrer de l'argent dans la SCI, l'argent est obligé de venir de quelque part. Ouais, soit qu'elle vient de la holding, c'est mieux. Alors, soit tu as du cash en perso, et du coup, elle vient de ton cash en perso, que tu mets dans la SCI directement. Bah oui, sans problème. Si tu as du cash en perso, tu peux investir en apport sur un bien. Il a déjà bien été taxé, quoi. Forcément, bien sûr. Oui. C'est pour ça que oui, dans ton cas, c'est pas mal de ne pas le faire sortir et de le réinvestir via une holding. Donc, mais après, ça va voir avec le banquier, tu vois. Ça va voir avec le banquier. Il y aura quand même des frais d'installation pour la mise en place de la structure. Et est-ce que quand tu fais un levier bancaire, donc tu demandes l'argent au banquier, est-ce qu'il le prend en considération, ça, le montage, ou il dit non, ça paye-le de ta poche? Est-ce qu'on peut l'inclure C'est-à-dire Parce que tu sais, quand tu fais un levier bancaire, souvent tu inclus les travaux, tu inclus l'appartement, et est-ce que tu peux inclure aussi les frais de montage? Non, ça non, c'est pas inclus. C'est pas inclus. Le montage, non, c'est pas inclus. En fait, ce qui est inclus dans le financement, souvent, c'est le prix du bien, les travaux. Certaines banques financent aussi les frais de notaire, les frais de dossier et les frais de garantie, soit hypothèque, soit société de cautionnement. Les classiques. Voilà. Mais en général, là, ce que les banques prennent en financement, c'est le prix du bien et les travaux. Et en général, ce qu'on te demande en apport, c'est les frais annexes, donc frais de notaire, frais de dossier et frais de garantie. Voilà, frais de garantie, pas de société, garantie. Mais en général, les frais de création de société, montage, expert comptable, c'est à toi de les payer, c'est à tes frais. Ouais, voilà. Parce que la banque, elle doit sécuriser, donc elle doit financer ce qui est un bien tangible. Tu vois, parce que là où ça génère du cash. Voilà, le but d'une banque, c'est de se sécuriser. Donc s'il y a un défaut de paiement, elle doit pouvoir revendre le bien. Donc si elle te surfinance, elle est en défaut, parce que si elle n'arrive pas à revendre le bien au-dessus, ou alors le même prix qu'elle t'a prêté, en fait, elle va être en défaut. Enfin, elle va être en négatif, tu vois. Donc elle va vouloir justement minimiser le risque, justement en prêtant vraiment la valeur du bien. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu vas présenter un projet à la banque, il faut que tu prouves que tu as acheté sous le prix du marché. Comme ça, elle, même malgré les travaux, elle est sécurisée et elle se dit, dans tous les cas, on va pouvoir le revendre plus cher parce que le bien, il aura pris de la valeur et la valeur, elle est plus élevée que le financement. Voilà. En fait, la banque, c'est un gestionnaire de risque. Tu vois. C'est une entreprise. C'est une entreprise gestionnaire de risque. Donc, en fait, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de se sécuriser. Là où une banque gagne le plus d'argent, c'est pas forcément sur les crédits,
même si là, les taux sont plus élevés, donc c'est un peu mieux. Mais c'est plus avec les produits d'à côté. Donc, par exemple, quand tu vas leur prendre des cartes bancaires, des assurances, assurance emprunteur, assurance PNO, donc propriétaire non occupant, assurance habitation, les comptes d'épargne, si tu ouvres des comptes d'épargne. Et c'est pour ça que ce qui est bien, ce qui est important de faire aussi quand tu vas avoir une banque, c'est de jouer le jeu sur tout. Donc, il faut que tu viennes en tant que partenaire. Tu vois, tu viens pas là pour prendre un crédit. Tu viens pour avoir un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Donc, en fait, il faut que tu viennes en ayant un esprit où vous allez collaborer. Donc, eux, ils te prêtent, mais toi, tu joues le jeu. Donc, c'est-à-dire que tu leur prends des comptes d'épargne. Donc, tu ouvres des comptes d'épargne chez eux, un PEL, une assurance vie ou autre. Tu leur mets de l'argent dedans. Tu prends des comptes bancaires. S'il y a, par exemple, des assurances, habitation ou autres, tu les prends. Okay, tu montres que tu es un bon client. Tu montres que tu es un bon client. Et ça, c'est même mieux de le faire avant. D'accord. Parce que du coup, tu as un levier de négociation. Non, ça peut être rapide. Ah ouais. Ça peut être rapide, bien sûr. Tu peux prendre une assurance habitation, une assurance voiture chez eux. Il y en a même qui proposent des vidéosurveillance, des forfaits téléphone, il y a de tout. C'est pas un peu suspect si j'ouvre un compte pro comme ça chez eux et que un mois après je demande ouais, est-ce que je peux avoir un prêt bancaire ? Bah non. Non, après tu sais que tu peux même être très franc. Et même, c'est ce que je te conseille, c'est de leur dire, écoutez, voilà monsieur, je cherche une banque qui va pouvoir m'accompagner sur mes projets futurs. Okay. Moi, le but, c'est d'investir dans l'immobilier. Donc, en ce sens, j'aimerais ouvrir un compte chez vous. Okay. Voilà. Et du coup, tu tâtes un peu le terrain. Tu vois s'ils sont aptes à te prêter. Ouais. Tu vois si, tu vois comment ils le sentent. Tu vois. Si tu vois qu'il est tout de suite fermé, ah bah non, nous c'est compliqué, etc. Ouais. Nous c'est que résidence principale. Bah là, tu vas dire, bah non, j'ai peut-être pas créé un compte chez eux. Ouais, tu vois. Okay. Essaie de tâter le terrain avant. Et si tu vois qu'il est totalement à l'aise avec ça, que tu montes tes revenus, etc., bah, il se dit oui, bah, bien sûr, on va pouvoir vous prêter. Après, bon, tant que tu n'as pas l'offre de prêt, c'est jamais sûr. Mais bon, au moins, tu vois s'ils sont aptes à ça. Et si tu vois qu'ils sont partants pour te suivre dans tes projets, bah là, tu dis, bah voilà, moi, je suis prêt à jouer le jeu. Je suis là en tant que partenaire, donc j'ouvre un compte chez vous, je vous mets de l'argent, et puis on travaille ensemble. Tu vois, il faut toujours jouer gagnant-gagnant. Okay. Tu vois. Et concernant le montant de jusqu'à combien je peux espérer emprunter, est-ce que ça va dépendre de ma trésorerie ou du projet ou de mes bilans ? Enfin, alors, comment il le calcule ? Bah, en fait, alors, ça dépend si tu es salarié ou entrepreneur. Si tu es salarié, en général, c'est 33% d'endettement. Donc ça veut dire, admettons, je sais pas moi, tu gagnes 10 000 euros par mois, tu peux pas... 3 300. Voilà, tu peux pas... alors je crois que c'est monté à 35%, je crois. Ouais, mais bon, c'est 3 500 euros, tu peux pas... ta mensualité de crédit ne doit pas dépasser 3 500 euros. D'accord. Donc là, tu fais le calcul en fonction des taux actuels, tu vois après le montant que tu peux pas dépasser en emprunt. Okay. Donc c'est ça. Alors, par contre, quand tu es entrepreneur en société, ça fait sur le CA, le bénéfice. Ça fait sur CA, bénéfice, etc. Et là, du coup, tu peux. Alors, parce que c'est différent. Alors, souvent, ils préfèrent regarder le bénéfice, forcément, parce qu'ils regardent les charges. Mais tu n'as pas forcément ce calcul de ton endettement. Ok, c'est différent. Ce qui est bien aussi, c'est que en fait, il y a une norme, c'est HCSF. C'est Haute Autorité du Service, alors je ne sais plus exactement les termes, mais du service financier. En gros, c'est une autorité qui te permet de ne pas dépasser justement ce taux-là de 35%. Et quand tu es pro, entrepreneur, bah, tu n'as pas forcément ces règles-là qui s'appliquent. C'est ça l'avantage aussi, tu vois. Ouais. En fait, ce qu'ils vont regarder, c'est surtout si tu as de l'épargne, si ta société tourne bien. Et là, du coup, tu peux emprunter plus que ça. Et là, ils font en fonction des chiffres d'affaires de ta boîte, du bénéfice. Et c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment du conseiller bancaire et de ta société. C'est vraiment au cas par cas. Mais tu peux dépasser largement les 35% si tu as une situation stable et que tu as pas mal de revenus. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, moi j'avais cette interrogation aussi. Je suis entrepreneur, mais il y a le business physique et le business en ligne. Est-ce que moi qui ai un business en ligne, est-ce que j'ai mes mêmes chances par rapport à quelqu'un qui a un business physique ? Ou c'est différent ? Ou c'est vraiment au cas par cas ? En fait, j'ai envie de te dire, ce que la banque, elle voit, c'est le flux financier. Okay. En gros, si plus ta boîte, elle a du flux, plus ils vont te prêter. Okay. Tu vois, donc, si tu fais beaucoup de transactions, si tu as beaucoup de transactions qui rentrent, que ce soit un business physique ou en ligne, ça sort beaucoup, que ce soit physique ou en ligne, ils voient tes flux financiers. Donc, plus tu as de flux de trésorerie qui tournent, et mieux c'est pour la banque, que ce soit physique ou en ligne. Par contre, c'est vrai que de façon, on va dire, traditionnelle et classique, ils sont plus
rassurer, entre guillemets, avec des business physiques, parce que c'est ce qu'ils connaissent Ouais, le c'est mieux. tangible, ouais. C'est ce qu'ils connaissent le mieux et c'est tangible. Ouais, Souvent, il y a de l'immobilier derrière, souvent, il y a des salariés, etc. Donc forcément, oui, dans leur idée, c'est plus solide pour eux. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment du banquier, de la banque, ouais, donc, c'est souvent et de tes moderne, revenus, ouais. et de tes revenus aussi. Donc ça dépend au cas par cas. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Et donc là, si je comprends bien, donc j'ouvre un compte pro chez les 4C. Est-ce que tu me conseilles d'ouvrir... Ouais. de rester Ok. Il y en a Mais d'autres, on va rester Ouais, sur voilà. les classiques. Est-ce Voilà. que tu me conseilles d'ouvrir les 4 d'un coup pour me donner toutes les chances ou de les voir une par une? Genre, par exemple, j'ouvre chez le premier C, si il me refuse, je joue chez le deuxième C. Comment tu me conseilles d'attaquer Alors moi, ce que je te conseille, déjà, Enfin, pas d'attaquer. alors mais il faut bien, faire partenaire. il faut bien se dire un truc, c'est que même si tu choisis une des banques, c'est pas parce que tu choisis une des banques que c'est bon, ça va être open bar. Tu vois. Ça dépend de plein de choses. Parce que en plus, c'est des banques régionales, donc chaque région a ses propres règles. Ouais. Si tu fais en Île-de-France ou alors région centre ou région ouais, sud, ok. etc., chaque région de chaque banque a des règles différentes, déjà. Ensuite, dans ces mêmes régions, chaque agence a ses petites règles aussi et a ses délégations. C'est-à-dire qu'il y a une banque, elle va pouvoir décider si tu peux emprunter tel montant à telle hauteur, par exemple. Par exemple, tu peux pas dépasser 500 000, par exemple, c'est un exemple. Ouais. Bah, telle agence, c'est maximum ce montant-là. Et après, la décision, ça va au siège. Tu vois. Il y a d'autres banques, c'est 1 million. Il y a d'autres banques, c'est moins. Tu vois, ça dépend. Donc déjà ça. Et en plus, ça dépend donc du conseiller bancaire. Ouais, des personnes. Ça dépend du directeur d'agence. Tu vois, ça dépend de plein de choses. Ok. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est dans ta ville, dans ton quartier, tu vas voir les banques qu'il y a. Tu les appelles, tu dis voilà, moi j'habite là, forcément il me faut une banque qui est pas loin de chez moi, je préfère, pour une question de proximité et puis de relation client. Et même, elles vont plus comprendre le fait que tu viennes parce que tu habites à côté, plutôt que tu dises voilà, moi je suis à 100 km et je vais vous voir. Enfin, c'est chelou, tu vois. Et donc tu prends, tu prends les banques qui sont à côté de chez toi Ouais, ok. et tu dis voilà, moi j'aimerais créer un compte bancaire chez vous. Potentiellement aussi faire un prêt immobilier, voilà, qu'est-ce que vous proposez. Donc t'en fais plusieurs, Ok. tu prends rendez-vous avec soit des conseillers, etc. Ou alors, vu que tu es en pro, essaie d'avoir le directeur d'agence, parce qu'il a plus de poids. Ouais. Ça, c'est beaucoup mieux. Tu essaies d'avoir le directeur d'agence, ou alors un conseiller pro. Tu vois. Ils auront plus de poids et plus de légitimité pour te suivre dans tes projets. Surtout si tu es en pro. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ouais, voilà, et c'est ça du coup. Voilà, c'est ce qui est à privilégier en tout cas dans ta situation. Ok. Même quand tu es salarié d'ailleurs. Ok. C'est Et aussi quand le cas. tu te pointes à la banque, imagine, vas-y, j'ai ouvert mes comptes et là, ça y est, je suis prêt à demander un prêt. Bon, déjà, j'imagine, il faut trouver l'appart au préalable, non? Avant de demander un prêt. Alors, tu peux soit tâter le terrain et déjà faire des rendez-vous pour déjà montrer que tu as ta société, que tu aimerais ouvrir un compte bancaire, etc. Et voir un peu tâter le terrain pour voir si ils sont en capacité de te suivre dans tes projets immobiliers, déjà. D'accord. Même si le projet il est vague, juste. Oui. Et en fait, c'est juste pour savoir si tu vas créer un compte bancaire chez eux. Parce que c'est vrai qu'en amont, tu peux aussi commencer à créer un compte bancaire chez eux et mettre de l'argent. Parce que c'est un poids derrière. Ouais. Parce que derrière, si tu viens avec un projet immobilier, on va dire bah oui, mais il a déjà de l'argent chez nous, Ouais. on va plus le suivre, tu vois. D'accord. Ok. Mais le truc, c'est que tu peux pas faire ça avec toutes les banques. Donc, essaie de faire plusieurs rendez-vous. Tu vois quel conseiller, quelle banque est potentiellement à même de te suivre dans tes projets. Ok. T'en choisis un. Et ensuite, oui, tu viendras avec un projet immobilier et tu pourras leur montrer voilà, Ok, ton ok, sérieux. Et après, ouais, voilà, c'est ça. Combien j'ai besoin. Voilà, c'est ça. Ah oui, et aussi, ça que je voulais dire. Ah oui, je t'avais demandé. Enfin, vas-y, dis-moi. Je voulais dire, en fait, vu que tu auras déjà une banque, le mieux, c'est d'aller voir déjà ta banque. Parce que c'est ta banque historique. Donc, Ouais. t'es déjà client chez eux. Ouais. Donc, c'est encore mieux d'aller voir ta banque, tu vois. Ok. Donc, voilà, privilégie ta banque. Et après, si tu vas voir une autre banque, souvent, ils peuvent te poser la question, mais monsieur, vous avez déjà une banque, pourquoi vous voulez ouvrir un compte chez vous? Là, tu peux leur dire, en plus, si c'est vrai, si tu n'es pas spécialement satisfait de ta banque ou autre, tu peux lui dire, voilà, on va voir ce qu'il y a sur le marché, Ouais. voir ce que vous proposez aussi.
Voilà, tu dis que voilà, ta banque, soit elle te suit pas forcément sur tes projets, ou alors, non, le mieux, c'est de dire que tu as entendu des échos positifs sur d'autres banques, et enfin sur cette banque-là que tu vas avoir, Ouais. et du coup, tu aimerais justement euh, bah, être client chez eux. Voilà, tu D'accord. dis que tu as entendu que du bien. En plus, il faut dire la vérité, hein. Ouais, ouais, ouais. Faut dire que voilà, tu as entendu que du bien. Si on t'a recommandé cette banque, c'est qu'elle a une bonne image et qu'elle suit bien ses clients. Ouais. Donc tu peux dire voilà que on m'a parlé positivement de votre banque. Donc c'est pour ça que je suis venu vous voir, quoi. Donc c'est le mieux à faire. Ok, Mm, mm. je vois. Et ouais, je t'avais demandé aussi combien je pourrais espérer, euh, combien je pourrais espérer emprunter. Par exemple, tu connais mes chiffres, je te les partage. Là, j'ai une trésorerie de 35 000 à peu près que je peux mettre en apport. Donc ça, c'est dans ma trésorerie en société. Et j'ai à peu près, allez, je peux mettre 5 000, on va dire, de bénéfices de côté qui ne va pas impacter mon business, que je peux allouer pour rembourser le crédit. Combien je peux espérer à peu près emprunter? Bah, comme je t'ai dit, là c'est 35 000 que tu as en société, ça. Ouais, c'est ça. Bah, comme je t'ai dit, ça dépend vraiment de chaque banquier, de chaque banque. Euh, Comme je t'ai dit, du coup, tu peux mettre 10% d'apport. Donc ça veut dire que si tu mets tes 30... 350 000. Voilà, si tu mets 35%, si Quand, tu mets 10%, tu mets quand je 35 les, 000, tu quand, peux lever ouais. jusqu'à 350 000, tu vois. Quand je les mets, c'est-à-dire que la banque le prend ou c'est lorsque j'achète l'appartement? Non, c'est quand tu achètes l'appartement. D'accord, ok. Donc en Donc je me gros, prête 350 000 moins c'est ça. mes 35 000. C'est ça. Donc D'accord. après, c'est pas 10% direct. En gros, tu as 7% en général de frais de notaire Ouais, du prix du bien. Tu as, on va dire, 1 ou 2%, c'est les frais de garantie. ouais. Tu as une autre partie, c'est un peu moins de 10%, mais c'est à peu près 10%, mais une autre partie, c'est pour les frais de dossier, tu vois. Donc après, si tu as un courtier, tu as peut-être 1% pour le courtier. Enfin, tu vois, c'est additionné, ça t'a 10%. C'est Ouais. pas 10% direct sur la banque, tu vois ce que je veux D'accord, dire? ok, Voilà. ok. Donc voilà, et ouais, c'est à peu près tout, hein, par rapport à ça, par rapport à l'apport. Ok, je vois. Voilà. Je vois. Et souvent, c'est étalé sur combien d'années quand tu empruntes? Parce que j'ai entendu, tu as des 15 ans, 20 ans, 25 ans. Oui, Toi, tu recommandes ça quoi? peut aller de 15 ans à 30 ans. Tu recommandes le plus long Bah, possible ou... l'avantage d'investir sur des durées longues, c'est que du coup, ta mensualité, elle sera plus basse, tu vois. En Ouais, ouais, gros, c'est ça. ça te permet de maximiser le cash flow. Ok. Donc ça, c'est bien. Et tu es plus à l'aise, du coup. Et le but, c'est quand même de dégager du cash flow. Enfin, Ouais, donc le mieux, c'est d'investir sur des durées plus longues. Donc oui, tu vas payer plus d'intérêts, ok. mais tu vas pouvoir te faire plus de trésorerie pour continuer à investir. Tu vois, Ok. surtout au début. Donc Ok. après, plus tard, tu pourras réduire la durée. Mais au début, c'est quand même bien d'avoir des durées longues. Tu vois. D'accord, ok. Si après, au bout d'un moment, tu vas faire pas mal de cash, donc tu pourras Ouais. réduire, Tu mais recommandes de prendre le maximum de durée d'endettement? oui. Genre, il propose 40 ans, on prend 40 ans. Bah, dans l'idéal, oui, mais Ok, ok. je connais aucune banque qui propose 40 ans, mais oui, dans l'idéal, oui, ce serait bien. D'accord. Ça serait bien. Parce que du coup, tu réduis à fond ta mensualité, et du coup, bah, ça te permet d'avoir plus d'excédent de trésorerie une fois que tu as payé tes mensualités, tes charges, etc. À la fin, tous les mois, ça te crée de la trésorerie, donc au cas où, pour prévoir des éventuels imprévus ou autres, et puis ça te Ok. permet d'avoir de la Est-ce trésorerie. qu'ils proposent des longues durées à des meilleurs profils? Par exemple, tu imagines, j'ai un profil en béton, là ils peuvent me proposer 30 ans. Et si j'ai un profil un peu moins Alors, solide, est-ce qu'ils me proposent ok. genre maximum 15 ans? Alors, en général, ce qui est proposé par les banques, c'est 20 ou 25 ans. Ah ouais, C'est ce qui se fait le plus. En général, ils vont prêter sur 25 ans pour ceux qui achètent leur résidence principale d'accord. et sur 20 ans pour ceux qui achètent en SCI ou alors un investissement locatif. Tu vois. Locatif, ouais. Souvent, si tu achètes un local commercial, c'est plus sur 15 ans parce que c'est en pro, tu vois, Ah ok, en pourquoi? général. Parce que pour eux, c'est plus risqué. Parce que pour eux, un local d'activité, c'est plus risqué parce que bah, C'est du business. si, oui, voilà, si l'entreprise fait faillite et qu'elle part, tu as une vacance locative qui peut être potentiellement plus élevée. Parce Ouais. que tu as moins de turnover. Enfin, tu as moins de. Il y a moins de demandes sur. Après, ça dépend où tu es, bien sûr, ça dépend de la localisation, mais tu as moins de demandes. Enfin, c'est plus long à relouer un local d'activité qu'un appartement en habitation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est plus risqué pour la banque. Donc, elle va préférer te prêter sur 15 ans.
Ok. pour minimiser le risque. Et est-ce Voilà. que, par exemple, si tu empruntes sur 25 ans et que, je sais pas, au bout de 10 ans, ça te saoule l'immobilier, que Ouais. tu as envie de tout arrêter, est-ce que tu peux vendre le bien, t'encaisses ta plus-value et tu rembourses d'un coup tout ton crédit à la banque? Ouais, bien sûr. Et c'est ce que beaucoup de gens font. En général, la moyenne de détention d'un bien, c'est 7 ans. En Ah général, ouais, ok. en général, les gens, ils revendent leur bien en Donc, ils moyenne vont pas au bout de jusqu'au 7 bout. ans. Donc, ce qu'ils font, bah oui, ils vendent le bien, ils remboursent le crédit. Et ensuite, bah, ils sont acquittés. Donc, soit ils prennent leur plus-value s'ils en ont, Et est-ce ils que sont acquittés. quand tu rembourses ton crédit, tu payes les intérêts que tu devais aussi sur 20 ans ou les intérêts non? Alors non, tu payes plus les intérêts. Par contre, souvent, tu as les frais d'IRA, de ce qu'on appelle IRA, c'est les frais d'indemnisation de remboursement anticipé. Et là, en général, c'est un pourcentage de ton crédit que tu dois. Mais ça, c'est négociable. Donc, c'est-à-dire au moment de ta demande de prêt, tu peux négocier avec le banquier en disant, voilà, et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me retirer les frais d'IRA? Ça va me permettre justement, bah, au cas où, si je veux le revendre, bah, au moins, je serai plus à l'aise. Et souvent, ils te l'accordent. Souvent, t'as pas de frais d'IRA. Donc ça, c'est bien. Ok, ok, je vois. Mais sinon, tu dois payer des frais d'IRA si tu revends avant, quoi. Ok, je comprends. Ok, bah top. Concernant le prêt, je réfléchis. Je pense pas avoir d'autres questions. Je pense avoir fait le tour. Donc là, je vois mieux. Je vois mieux. Ouais. Donc là, si je résume, donc déjà, tisser une relation de confiance avec des banques traditionnelles. Ensuite, euh, anticiper ou déjà avoir en tête une structure avec ma SASU, ma holding et une SCI. Et ça sera la SCI qui achètera le bien immobilier. Et juste, je fais transiter l'argent via la holding pour pas payer la flat tax C'est ça. et les dividendes. Ok. Et ensuite, pour le dossier, comment ça se passe? Je tisse une relation de confiance et ensuite je viens avec un projet en tête, un certain montant que je souhaite emprunter, c'est ça? Ouais. Ok. En fait, oui, là, c'est le mieux dans ta situation, c'est quand même de tisser quand même un lien avant de faire une demande de prêt. Mais par contre, c'est possible quand même, il y a beaucoup de gens qui l'en font, c'est d'aller voir tout de suite une banque avec un projet. C'est-à-dire qu'ils ne te connaissent pas du tout. Ah ouais? Alors, t'as moins de chances qu'ils te financent, mais c'est possible. Voilà, Ok, je te et dis. t'ouvres un compte chez Et eux, t'ouvres un et compte. après tu fais En fait, tu rentres tu fais directement. le processus inverse. Ouais, tu fais le processus inverse. C'est que tu viens avec un projet, Ok. et ensuite ils te proposent un taux, un crédit, etc. C'est possible, mais il y a moins de chances Il y que a ça moins de marche. chances. Voilà. Mais c'est possible. Et une fois que tu t'es pris un refus dans une banque, est-ce que c'est possible de retenter dans la même banque? Alors, ça dépend. Parce Ça que dépend. imagine, j'ai pas de compte chez eux, j'y viens comme ça, parce que moi je suis un entrepreneur, j'ai pas le temps, tu vois, Ouais. de tisser une relation, de faire Oui, copain-copain bah oui, je sais. et tout. Donc imagine, je rentre dans une banque, j'ai un projet en béton, je dis voilà, j'ai besoin de X, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Et qu'ils me refusent. Et donc ensuite, dans la même banque qui m'ont refusé, j'ouvre un compte bancaire, je fais les relations de confiance et que je repropose le même projet. Est-ce que c'est quelque chose, c'est faisable ou une fois qu'ils te Alors. font un refus, tu recommandes de tester une autre banque? Bah alors, ça dépend des banques. Ça dépend des banques, mais la plupart du temps, oui. C'est-à-dire que si tu es refusé dans une banque et que tu vas voir l'autre agence dans la même ville, par exemple, ou dans la même région, bah oui, souvent, ils t'ont déjà ouvert un dossier à ton nom et ils vont voir que tu as eu un refus de prêt. Et là, dans ce cas, ils voudront pas reprendre ton dossier. Très souvent, Ah, c'est ça. ils communiquent entre eux? Alors oui, au sein de la même région, oui. Si Ah oui. c'est des banques régionales, au sein de la même région, oui. Ils vont voir que tu as déjà fait une demande de prêt. Ouais, Et donc, bah, ils vont se dire, bah, monsieur, vous avez déjà été refusé, donc nous, on va pas pouvoir reprendre. ok. Ou alors, même si dans la même ville, donc ils vont pas forcément reprendre le dossier. Parce qu'ils vont se dire, bah, ça sert à rien qu'on refasse le crédit. Par contre, ce que tu peux faire, avant qu'ils fassent une demande de prêt, etc., tu peux leur montrer les chiffres Ok. et leur demander s'il y a une faisabilité de crédit. Du coup, ça C'est t'ouvre comme pas un devis. dossier. C'est comme un devis. Ouais, voilà, c'est pas un devis, mais c'est une simulation Ouais, de une crédit. simulation de crédit, ouais. Voilà, donc au lieu de faire une simulation de crédit, tu peux déjà leur parler du projet, tu leur montres les chiffres, et là, il te dit à peu près, mais ce sera jamais un vrai sûr. Hein. Ce Ok. sera juste une estimation, ils vont te dire oui, si oui ou non. Ok. Mais souvent, ce qu'ils veulent, ils veulent te faire une simulation de crédit, et ensuite, ils vont te dire si oui ou non, tu vois. Mais de toute façon, tant que tu n'as pas l'offre de prêt, tu n'es pas sûr d'avoir le crédit. Même si ils te font une simulation de crédit, ils te disent OK,
Si, admettons, derrière, ils voient que ça ne colle pas au niveau chiffre ou autre, Ouais. bah, ils vont te faire un refus de prêt. Donc, bon, c'est le risque, mais c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont voir des courtiers et ça leur permet de gagner du temps parce que les courtiers, ils ont des partenaires privilégiés, ils ont des partenariats avec plusieurs banques Ouais. et du coup, ils vont envoyer ton dossier à plusieurs banques en même temps et ils vont te dire tout de suite, le courtier va te dire tout de suite si c'est OK ou pas et avec telle banque, tu vois. D'accord. Donc ça permet de gagner du temps quand même. Ok. Ok. Je Voilà, donc il faut des courtiers privilégiés, des bons courtiers. Ouais. D'accord. Mm. Et comme je t'ai dit, tu vois, mon business, il fluctue quand même. Même s'il est en croissance, il y a quand même une fluctuation. Et imaginons, pour X raisons, il y a un mois, mon business ne peut pas rembourser une partie du crédit. Donc ça peut arriver. Est-ce que normalement, moi je compte faire du locatif, est-ce que normalement, avec le loyer du locataire, c'est censé couvrir l'entièreté du crédit que je dois à la banque? Ou est-ce que je dois mettre un peu de mon entreprise En fait, ça dépend. bénéfice? Ça dépend de ton projet. Ok. Si tu vas sur un projet rentable qui te dégage du cash flow, donc le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as payé ton loyer, Donc c'est le locataire qui paye le loyer. ça plus- couvre. Voilà, en ouais, fait, plus t'as du- les loyers, ça te couvre la mensualité de crédit, l'assurance habitation, la taxe foncière et d'autres frais. Ok. Et je suis pas censé payer de ma poche. Donc voilà, t'es pas sorti de ta poche. Et là, si tu es un investissement, on va dire, rentable, Ouais. là, oui, normalement, tu n'as rien à payer. D'accord. Donc c'est ça qui est bien. Par contre, si tu vas sur un bien un peu plus patrimonial, donc c'est-à-dire que si par exemple, Il y a pas, je sais pas moi, un studio dans une très bonne ville, ok. tu vas payer le studio plus cher Ouais. et les loyers vont pas forcément couvrir la mensualité de crédit. D'accord. Et là, dans ce cas, oui, tu as un effort d'épargne à faire tous les mois. Et donc, oui, il faut prévoir justement le fait que tu puisses payer. Ok, Tu vois. mais dans mon cas, c'est pas une stratégie intéressante. Ça dépend. Ouais, Ça moi, dépend je ce que veux tu pas- cherches. Je veux pas un patron, je veux du cash flow. Toi, tu veux du cash je veux flow. deux choses. Non, je veux deux choses. En première chose, je veux du cash flow qui me permet de lisser mes revenus, justement. Et deuxièmement, s'il y a possibilité de se constituer un patrimoine et de sécuriser l'argent, et ben c'est bon. Et qui a une plus-value avec le temps. Ouais. Après, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir un format hybride. Un bien qui est bien placé, patrimonial, mais aussi qui te rapporte du cash flow. Souvent, c'est soit les locations saisonnières en Airbnb. Ouais. Souvent, c'est des appartements bien placés ou qui te font du cash flow, du coup. Mais bon, là, c'est plus un investissement locatif. Ça en est un, mais c'est plus un business parce que c'est plus actif. Ou soit tu fais des colocations. Du coup, c'est bien placé et ça te fait du cap patrimoine. Donc, il y a ça. Ou sinon, tu peux investir sur du très rentable. Oui, soit le Airbnb, comme je t'ai dit, ou alors des immeubles de rapport. Et là, du coup, c'est peut-être moins patrimonial, mais ça te fait quand même du cash flow dans des zones qui sont rentables. Tu vois. Ok. Donc, ça, c'est possible. Et dans mon cas, je suis un petit jeune qui fait du business en ligne. Qu'est-ce que tu me conseilles de maximiser? Plutôt le cash flow ou bien le patrimoine avec la plus-value? Moi, dans ton cas, je serais plus sur du patrimoine avec plus-value. Parce que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Mon business Toi- en ligne, c'est le cash flow. Toi, ton business en ligne, c'est le cash flow. D'accord, ok. Toi, ton focus, il doit être sur ton business. Tu vois ce que je veux dire? Il ne doit pas être sur ton locatif. Parce qu'il faut savoir aussi que plus tu prends un bien rentable, et moins c'est passif, et plus tu as de trucs à gérer. Tu vois? Alors que si plus c'est patrimonial, et plus ta gestion elle va être passive, et il y aura moins de trucs à gérer. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, il vaut mieux, toi, que tu te concentres sur ton business en ligne, et que tu achètes des biens patrimoniaux, et que ça prenne de la valeur. Et comme ça, toi, ton esprit, il est plus focus sur ton business, tu vois. D'accord. Alors que quelqu'un qui a pas de business en ligne, qui a pas du tout, qui veut justement avoir des compléments de revenus, qui veut un peu sortir du salariat, là oui, il vaut mieux qu'il maximise le cash flow. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. Ouais, Ouais. j'avais pas pensé du tout. Ah bah oui, Ça. oui, Ouais, il faut ouais. penser comme ça. Ouais. Ah ouais, non, t'as raison. Ouais, t'as faut raison. penser comme ça. En fait, si tu Ouais. penses cash flow avec l'immobilier, c'est un deuxième business, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu Ok. ça. Même si tu es un gestionnaire, tu auras quand même des choses à gérer. Charge Donc, mentale. ça, faut le prendre en compte. Tu vois. D'accord. Faut le prendre en Vaut mieux compte. que je me focalise sur mon business en ligne, j'augmente mon C'est cash ça. flow avec mon business en ligne. C'est ça. Et avec l'IMO, je sécurise. Exactement, t'as tout D'accord. compris. C'est ça. Ok. Voilà. Très bien. C'est ça. Très bien. Ouais. Ok. Là, j'ai
Pas d'autres. Oh, si, quoique, mais peut-être pour le prochain rendez-vous. Et là, je poserai des questions sur la localisation, quel bien choisir, Avec etc. plaisir. Et comment justement choisir des biens qui optimisent le patrimoine plutôt que le cash flow. Ouais. Ouais. En tout cas, je te remercie et c'était une bonne première consultation. J'espère que ça t'a beaucoup aidé en tout cas et que tu vas plus clair. Là, c'est Et plus clair. j'espère qu'aussi ça va pouvoir aider beaucoup de gens qui sont dans la même situation que Mister Dreamax. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi en commentaire et je vous répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Pareil pour les personnes qui veulent me parler de leur projet. N'hésitez pas à prendre un lien, à prendre un appel dans le lien en bas de la vidéo, en description. Voilà, je saurai vous aider, vous conseiller au mieux. Donc voilà, je te remercie en tout cas. Merci à toi, Yass. Non, Et non. hâte de continuer cette aventure. Là, c'est que le début. Là. Avec plaisir et je pense que tu vas aller très loin dans tes projets immobiliers. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Gratitude. Pas de souci. Merci beaucoup, Yass. Salut, à bientôt.